je vais lancer cette conférence simplement avec un premier mot de remerciement à toutes les personnes qui sont là et aux nombreuses personnes que nous ne connaissons pas encore. C'est dans l'ADN de Glyphosate de lier les questions d'environnement, de justice, d'accès aux ressources. Il y a des personnes dans la salle qui sont bien placées pour en parler, qui en parleront peut-être après, je l'espère. Donc c'est dans le contrat de base quand on travaille à Glyphosate, on vient travailler sur la transition énergétique solidaire. Mais pour autant, c'est pas, on se lève pas tous les matins en questionnant les concepts. En se disant mais au fond quels sont les liens entre les inégalités sociales, les inégalités environnementales, comment est-ce que tout ça joue dans la lutte contre le changement climatique. Donc on s'est dit que c'était une bonne occasion, l'occasion de l'Assemblée Générale, de prendre un petit peu de recul et de hauteur sur ces questions et de demander à Anne Brunner, qui est directrice des études à l'Observatoire des inégalités, de venir nous parler de tout ça, de venir nous éclairer sur ce sujet. Alors vraiment, on tient à la remercier chaleureusement, elle vient de Tours. C'est pas la porte à côté, elle est partie ce matin très tôt. Donc on est vraiment très heureuse et très heureux de l'accueillir. Et donc, on remercie avant le CCAS de la ville de Montpellier pour nous permettre d'organiser cette conférence et de nous âger dans de telles conditions. Vraiment un grand merci. Et on remercie l'association Pavé qui nous a permis d'avoir du son et qui va permettre qu'on ne s'égosille pas, qui va vous permettre d'entendre ce que Anne a à dire. Donc voilà, un grand merci. Et donc on va commencer cette conférence en mode échange et questions, puisque vous aurez la parole ensuite. Déjà par une présentation rapide, Anne Brunner, qui vous êtes et qu'est-ce que l'Observatoire ? Volontiers. Alors je vais peut-être rapprocher un petit peu le micro. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être ici. Je remercie chaleureusement Sandrine Burezi et puis Glyphosate de m'avoir invitée. Je suis ravie d'être dans une salle pleine. Je suis directrice des études, ça veut dire que je m'occupe du contenu imprimé ou sur un site internet qui sont ceux de l'Observatoire des inégalités. Alors l'Observatoire des inégalités, c'est aussi un organisme indépendant, une association, qui se donne depuis 20 ans un double objectif, qui est d'abord de dresser un état des lieux des inégalités, de le faire de façon chiffrée, factuelle, et cela dans tous les domaines. Les revenus, bien sûr, mais aussi le travail, l'éducation, les conditions de vie, et en comparant à la fois les catégories sociales, mais aussi les femmes et les hommes, les âges, en fonction de l'origine migratoire, du handicap, etc. Et de le diffuser le plus largement possible, c'est notre deuxième objectif. D'où ce site internet qui existe depuis 20 ans et qui aujourd'hui fait référence dans le monde francophone. Je vous invite à le visiter. Nous sommes également présents sur les réseaux sociaux et puis on s'adresse également aux jeunes de 11 à 25 ans à travers un programme spécifique. On organise un concours tous les ans d'affiches et de vidéos et on a développé un jeu qui s'appelle le Monopoly des inégalités, qui est un jeu sérieux qui nous permet d'intervenir dans des collèges, des lycées auprès de jeunes, mais aussi dans des milieux professionnels, dans les services publics, dans des entreprises, des associations, pour discuter des inégalités. Alors nos publications imprimées, je vous en parlais, vous nous avez peut-être entendu sur les ondes ces jours-ci, on a sorti avant-hier soir notre rapport sur les riches. Alors aujourd'hui on va pas beaucoup parler des riches, parce que pour eux, se chauffer n'est pas un luxe. Mais nos précédentes publications sont plus en rapport avec ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Voilà, je les ai piochées dans ces deux rapports récents. Le rapport sur les inégalités qu'on fait tous les 2 ans et puis un rapport sur la pauvreté en France qu'on publie également tous les 2 ans. Le prochain sera publié en septembre ou octobre prochain. Voilà, on a un organisme indépendant, ça veut dire qu'on est financé principalement par des dons de particuliers, mais on reçoit aussi le soutien de quelques partenaires de l'économie sociale et solidaire. Je vais nommer, parce qu'il me semble qu'elle est en rapport avec le sujet d'aujourd'hui, la Fondation pour le logement des défavorisés. Et puis voilà, je m'arrête là, elle est dans la salle, donc bonjour à la Fondation. Voilà, pour vous dire qu'on est à la fois autonome économiquement et puis aussi dans nos points de vue quand on en exprime.
Donc vous avez présenté 2 rapports. Justement, la question qu'on voulait au préalable poser, pour bien poser le contexte en fait, hein, c'est pourquoi est-ce que vous avez choisi de nous parler de pauvreté, parce qu'on a préparé quand même un peu avant, pour commencer cette conférence, parce que les inégalités, ça peut progresser même quand la pauvreté recule. On peut avoir la pauvreté qui recule, mais les inégalités qui progressent aussi. Donc, pourquoi l'importance de parler de pauvreté pour aborder le sujet d'aujourd'hui ? Alors, la pauvreté, ça fait partie des inégalités. Vous allez voir dans un instant qu'on est pauvre quand on l'est par rapport au reste de la société. Donc, c'est un concept relatif à une norme dans la société. Et actuellement, ce qu'on voit, c'est les inégalités de revenus progresser, à la fois par le haut et par le bas. La pauvreté s'étend dans le pays, hein, je vais vous en parler. Et pendant ce temps-là, les riches continuent de s'enrichir, mais ça me semblait moins le sujet en rapport avec la précarité énergétique. Alors la deuxième raison pour laquelle j'ai choisi de commencer par la pauvreté, c'est que la précarité énergétique, c'est une forme de pauvreté qui concerne spécifiquement la capacité à maintenir son logement à une bonne température. Mais la pauvreté, c'est d'abord et avant tout, à mes yeux, une question d'argent. On est pauvre quand on a beaucoup moins que les autres, pas suffisamment. Et donc, je vais commencer par quelques éléments de pauvreté monétaire. Avant de vous dire comment ça évolue en France, voilà, je voulais vous parler du seuil de pauvreté. Je fais un petit pas de côté méthodologique pour vous dire jusqu'à combien on est pauvre en France. Et pour cela, on classe tous les Français du plus pauvre au plus riche. On regarde où se situe celui du milieu. Il gagne actuellement 2 150 € pour une personne seule après impôts et prestations sociales. Et on fixe le seuil de pauvreté par rapport à ce niveau de vie médian. Donc c'est pour une personne seule. Le seuil de pauvreté qu'on utilise le plus souvent à l'Observatoire des inégalités, c'est celui de la ligne du milieu. C'est 1 073 € pour une personne seule après les prestations sociales. C'est donc la moitié du niveau de vie médian. Mais un autre seuil de pauvreté est fréquemment utilisé dans le débat public. Vous entendrez aussi parler du seuil à 60%, donc 60% du niveau de vie médian, 1 288 €. Nous, à l'Observatoire des inégalités, finalement, on privilégie un seuil de pauvreté qui est plus strict, plus sévère que celui qu'on entend souvent dans le débat public, à 1 073 €. Quand on fixe le seuil à cet endroit-là, en 2023, pour les dernières données disponibles, on comptait en France 5,4 millions de personnes pauvres. Ça représente 8,4% de la population. Et si on utilise le seuil un peu au-dessus, à 60% du niveau de vie, vous en entendrez aussi parler parce que ça donne 10 millions, un chiffre assez frappant, et 15% de la population française. Alors ce chiffre, il ne compte pas au moins 1 million de personnes supplémentaires qu'il faudrait ajouter, et notamment ce sont des habitants d'outre-mer, dont les données nous parviennent après les données nationales, entre guillemets, et donc ils ne sont pas dans ce total. Mais on ne compte pas non plus des personnes qui vivent pas dans des ménages ordinaires, c'est-à-dire par exemple dans des ménages collectifs. Finalement, ça peut concerner les détenus, les personnes qui sont en maison de retraite, par exemple, et d'autres cas. Et aussi, on élimine les étudiants qui ont décohabité, qui ne vivent plus avec leurs parents parce qu'on ne sait pas très bien saisir leurs revenus. Ils sont soutenus par leurs parents et de ce fait, méthodologiquement, ils sont retirés. Alors comment est-ce que ce chiffre de la pauvreté, j'en arrive au fait, évolue en France ces dernières années ? Voilà le taux de pauvreté, c'est la part de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Donc cette courbe remonte assez loin, au début des années 70, et vous voyez que pendant des décennies, pendant que la France s'enrichissait, le taux de pauvreté, la part de la population qui vivait très décalée par rapport au niveau de vie médian, diminuait. Au milieu des années 80, au début des années 90, il y a une rupture dans cette tendance historique. On aurait sans doute pu faire remonter aussi plus tôt si on avait les données. Et à partir de ce moment-là, eh bien, notre pays ne parvient plus à contenir la pauvreté, et on a vécu des périodes pendant lesquelles, presque continuellement, la pauvreté a progressé dans le pays. Aujourd'hui, le point de 2023, il est l'un des plus hauts. Il est le plus haut avec le pic de 2011, connu depuis les années 90. La création du RMI, c'est à peu près à ce moment-là ? Oui, c'est certainement une réponse politique à cette situation, de même que d'autres mesures
c'est le moment de la massification du chômage, mais je reviendrai sur les causes dans un instant. Je voulais aussi vous montrer le nombre de personnes pauvres. Là, je suis toujours au seuil à 50%. Donc, je vous disais tout à l'heure 5 millions, c'est 1,4 million de plus qu'il y a 20 ans. Donc voilà une situation qui se dégrade. On ne parle pas d'explosion de la pauvreté. On peut constater aussi que la crise de 2020, la crise sanitaire, puis l'inflation n'ont pas non plus fait exploser la pauvreté, mais bien d'une augmentation continue, d'une fracturation de plus en plus grande de la société française entre des riches qui continuent de s'enrichir et puis une part de plus en plus importante de la société française qui ne parvient pas à avoir un niveau de vie suffisant. Alors, un autre élément de se demander comment la pauvreté évolue, c'est aussi de s'interroger sur les revenus des personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Là, c'est un panneau blanc, c'est juste pour que vous ne soyez pas distraite. J'ai apporté vraiment très peu de diapos pour que ça soit plus vivant. En 2002, si je parle en euros de 2023, pour tenir compte de l'inflation, en moyenne, les 10% les plus pauvres gagnaient 847 euros. Aujourd'hui, ils gagnent 828 euros. Donc, vous voyez une stagnation et même un léger recul de ce niveau de vie sur 20 ans. Et si on regardait les chiffres avant les prestations sociales, eh bien on assisterait même à un recul du niveau de vie avant les prestations sociales des 10% les plus pauvres dans la société française, puisqu'il a reculé de 8%, ce qui n'est pas du tout anodin pour les personnes concernées. Je dirais, si je veux voir la bouteille à moitié pleine, je peux dire le modèle social, il tient le choc parce qu'il compense cette perte de revenus du travail. Mais ne pas parvenir à vivre de façon autonome, simplement de son travail, eh bien c'est une grande frustration, une grande inquiétude qui nourrit les tensions sociales. Dans les causes de cette évolution de la pauvreté, je dirais il y a le développement d'un emploi précaire et du chômage qui crée des emplois de plus en plus pour une fraction de la population, notamment les jeunes, les moins diplômés, qui ne permet pas d'avoir un revenu suffisamment stable sur l'année pour dépasser le seuil de pauvreté sur l'année. Il y a la faiblesse de l'indemnisation du chômage, il y a l'augmentation du nombre de familles monoparentales, ça c'est un phénomène social qui positif, négatif, je ne sais pas, mais en tout cas qui joue sur la pauvreté de femmes majoritairement avec la charge de leurs enfants. Et puis, je dirais aussi, il y a l'insuffisance des minima sociaux qui, pour le RSA, par exemple, est très inférieure au seuil de pauvreté. Quelles sont les catégories les plus touchées ? Alors, on va essayer d'aller voir rapidement qui sont les plus touchés, parce que derrière, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce sont les mêmes qui sont touchés par les questions d'injustice environnementale ? Donc, Anne va nous présenter rapidement les catégories de population les plus touchées. Il faut que j'accélère un petit peu ? Ça va. Il y aura 4 minutes. Ça va, voilà. En termes d'âge, alors la pauvreté, elle ne frappe pas au hasard. Elle augmente, mais elle est loin de toucher tout le monde de façon égale. Il y a quelques catégories de population qui sont beaucoup plus touchées que les autres. Je vais les nommer. Ce sont les enfants et les jeunes. Il y a la moitié des personnes pauvres qui ont moins de 30 ans. Alors, deux situations très différentes. Pour les enfants, c'est le niveau de vie de la famille qu'on prend en compte. Ce n'est pas leur revenu, c'est le revenu de leurs parents qui est insuffisant pour assurer un niveau de vie satisfaisant pour toute la famille. Donc c'est 11% des enfants qui sont situés sous notre seuil de pauvreté très strict. Et puis c'est 10% aussi des 18-29 ans. Et là, on parle d'une situation assez différente de jeunes qui ne sont pas tous les jeunes, mais notamment les jeunes sortis trop tôt du système scolaire et qui peinent de plus en plus à accéder au CDI, qui ont vu leur taux de chômage monter très fortement et qui, lorsqu'ils sont en emploi, ont très souvent des emplois précaires. En termes de statut d'activité, on va trouver des taux de pauvreté beaucoup plus élevés, vous vous en doutez. Chez les chômeurs, 25% parmi eux sont pauvres, mais aussi, et là c'est un peu la boîte noire pour moi, chez les inactifs, où on voit le taux de pauvreté monter beaucoup. Alors ce sont les inactifs hors retraités dont je parle. Donc ça peut être des femmes au foyer, ça peut être des gens trop découragés pour déclarer à l'INSEE qui sont encore en recherche d'emploi et qui ne sont plus comptés comme chômeurs, des personnes handicapées qui ont des problèmes de santé.
Voilà, je dis que c'est la boîte noire parce que je ne sais pas très bien. Je pense que le handicap et la maladie jouent. Le retrait du marché du travail aussi, mais je ne sais pas très bien l'expliquer plus en détail. Et puis, le travail ne protège pas entièrement de la pauvreté, bien que le SMIC soit très au-dessus du seuil de pauvreté. Mais on compte plus d'1 million de travailleurs pauvres en France et on voit ce chiffre repartir à la hausse depuis 3 ans. Notamment parce qu'on y trouve des personnes soit qui ont un travail précaire, donc qui n'exercent pas, qui ne sont pas en emploi toute l'année, soit qui sont par exemple seules avec des enfants ou seules avec un conjoint au chômage, puisqu'on prend en compte tous les revenus du ménage pour regarder si tous les membres du ménage, quel est le niveau de vie de l'ensemble des membres du ménage. Et puis je vous en parlais, il y a aussi les familles monoparentales, à 81% des femmes avec des enfants, dont le taux de pauvreté s'élève à 19%, à comparer à 7% pour les couples avec enfants. Voilà, j'aurais pu vous parler des immigrés, bien sûr, des personnes en situation de handicap, mais au fond, c'est moins toutes ces petites catégories qui sont touchées. Bien sûr, ces catégories, elles se cumulent. On peut être une femme, ouvrière, peu diplômée, immigrés, et au fond c'est la fracture sociale en fait qui joue, le niveau de diplôme, le fait d'exercer un métier d'ouvrier ou d'employé, du bas de la hiérarchie sociale, là où les salaires sont les plus faibles et là où la précarité de l'emploi est la plus forte, qui expose à la pauvreté. Je le disais tout à l'heure, les minima sociaux sont très inférieurs au seuil de pauvreté. Et on est dans un pays riche aujourd'hui qui ne parvient plus à contenir l'évolution de cette pauvreté. Alors, c'est vrai que l'an dernier, on a fait un focus à l'occasion de notre Assemblée Générale sur la question des femmes, en particulier de la transition énergétique, parce qu'on a quelque part très peu exploré ce sujet. On a découvert un certain nombre de statistiques qui nous ont amenés à travailler, on en parlera tout à l'heure, et notamment, vous parliez de familles monoparentales. Je pense que c'est un sujet de préoccupation majeure au niveau du CCAS, donc c'est important quand même si les catégories, ça réduit toujours un peu, c'est quand même bien de pouvoir mettre l'accent sur des catégories de population, parce que derrière, en termes d'intervention, ça nourrit notre inventivité, on va dire, modestement. Alors, au CCAS et à l'association Gfosad, ça fait longtemps qu'on constate, mais particulièrement, je crois, ces dernières années, que les ménages se privent parfois de chauffage, d'énergie en général, plutôt que de faire face à des impayés, plutôt que de faire face à des coupures ou à des réductions de puissance. Et vous, depuis là où vous êtes, comment est-ce que vous percevez ce phénomène? Parce que la statistique est compliquée, on le sait depuis le début, des gens qui ne payent pas leurs factures, on a beaucoup de mal finalement à les trouver, que ce soit dans les dispositifs d'action sociale ou que ce soit même dans les statistiques, puisque par définition, on ne sait pas très bien ce qu'ils consomment. Donc comment est-ce que vous réussissez à caractériser ce phénomène avec l'outil statistique disponible? Alors, l'Observatoire des inégalités ne réalise pas d'enquête, mais s'appuie sur des données de la statistique publique. Or, l'INSEE interroge 40 000 personnes régulièrement sur les conditions de vie et les privations qu'ils rencontrent, et ça nous permet de voir dans la société française qui se prive de quoi, sur un certain nombre d'items, dont les deux que vous avez cités font toujours partie de cette liste qui malheureusement a été réduite, mais néanmoins ces deux items sont toujours là. Donc, je peux vous donner quelques éléments au niveau national qui viennent conforter votre constat local. Quand on interroge la population française dans son ensemble et qu'on demande si pour des raisons financières vous avez des difficultés à vous chauffer suffisamment, et bien jusqu'en 2021, c'était assez stable, 5-6% de la population répondait que c'était le cas. Et depuis 2022-2024, ce chiffre a doublé. Et quand on demande aux Français, aux Françaises, s'ils arrivent à payer à temps leurs factures, alors là, c'est pas spécifiquement les factures d'électricité ou de chauffage, c'est les factures loyer et énergie. Et là, le chiffre est stable à 10%. Donc on voit que les deux chiffres se sont rejoints. Si on regarde spécifiquement les données pour le 5e le plus pauvre, donc c'est pas les personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, je dirais plutôt c'est les catégories populaires, les 20% les plus modestes de la société, ils incluent des personnes pauvres et puis des personnes qui sont un peu au-dessus. Et bien là, on voit que ces deux proportions atteignent 22%.
Donc une proportion très significative du cinquième le plus modeste. Donc c'est le double de la moyenne française. Et ce serait certainement encore plus élevé si on avait les données spécifiquement pour les personnes pauvres. Alors pourquoi en 2022, avec le début de la guerre en Ukraine, les prix de l'énergie ont commencé à monter fortement ? On peut se dire que les personnes les plus modestes ont anticipé en partie cette augmentation du prix de l'énergie et qu'elles ont si peu de marge de manœuvre que la moindre augmentation les amène à se priver, faire des arbitrages impossibles et se priver des choses les plus élémentaires, de répondre à leurs besoins de base. Là où probablement la peur de perdre son logement, notamment pour tous ceux qui sont dans le parc privé, est encore sans doute plus importante que de devoir avoir froid. C'est-à-dire donner la priorité au paiement du loyer, dans le parc privé en tout cas. Dans le parc social, c'est peut-être un peu différent. Mais effectivement, ça, c'est des choses qui sont constatées, j'ai envie de dire, depuis longtemps, mais qui ont l'air de s'être vraiment accentuées ces dernières années. Avec un moindre recours, paradoxalement, aux dispositifs d'aide sur les fonds de solidarité logement, alors qu'il y a de plus en plus de gens qui ont froid, qui ont du mal à payer leurs factures. Les dispositifs d'aide, en tout cas au niveau du département, et ça a été renseigné nationalement, sont quand même moins mobilisés. Donc la privation, elle est aussi intégrée, j'ai envie de dire, dans le fait qu'on va avoir un moindre recours à des aides sociales, en se disant que de toute façon, il vaut mieux se priver, c'est quelque part plus simple. Il y a quelque chose d'un peu étonnant pour nous au départ quand même sur cette baisse du recours au fonds de solidarité logement, mais ça fait partie des choses qui ont été documentées aussi. Ça m'amène sur le sujet de la précarité énergétique. Donc je vous ai apporté une autre diapo qui est celui de l'indicateur suivi par l'Observatoire national de la précarité énergétique. Donc j'imagine que dans la salle, vous êtes plusieurs à très bien connaître ces données. Moi, j'en suis pas spécialiste, mais je les présente pour ceux qui les connaissent moins. Et de façon un peu paradoxale, ce qu'on constate, c'est que ce chiffre est plutôt stable sur les 10 dernières années quand on tient compte des variations météorologiques. C'est la courbe bleue. Donc vous voyez, là, si je remonte aux 10 dernières années, j'ai une courbe qui n'a pas monté en 2022 ou 2023. Pourquoi ? Parce que cet indicateur, il mesure la part des personnes qui consacrent plus de 8% de leur budget à se chauffer, à payer l'électricité, parmi les 30% les plus modestes de la société française. Donc on regarde uniquement les 30% et on se demande qui dépense plus de 8% de son budget. Et si ça ne monte pas, c'est précisément parce que pendant ce temps-là, monte le nombre de personnes qui se privent de chauffage ou qui rencontrent des difficultés de paiement. Donc on a aussi d'autres données qui en attestent de cette autorestriction qui peut être aussi une manière, comme l'ensemble de la société française, d'essayer de répondre aux demandes de faire des économies de chauffage. Donc il y a certainement aussi, y compris parmi les personnes modestes, cette volonté de contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique, mais surtout, c'est pour des raisons financières. La part des personnes qui déclarent avoir eu froid a doublé sur la même période. 35, ça concerne 35% en 2024-2025 contre 14% en 2020. Et pour 37% d'entre eux, quand on leur pose la question, ils déclarent une raison financière. Et pour 32%, une mauvaise isolation de leur logement. Ça peut être aussi une panne de chauffage qui peut être liée à des raisons économiques, une installation insuffisante, une coupure suite à un impayé. Il y a plein d'autres raisons qui justifient le fait d'avoir eu froid, en plus du fait de vouloir bien faire en chauffant moins son logement. C'est intéressant parce que ça va nous amener dans la deuxième partie, peut-être sur les discussions sobriété et privation. Est-ce que c'est le même sujet ? En tout cas, la réponse est non, il n'y a pas de suspense. Mais il y a quand même des débats autour de ça, sur la question de la température acceptée, etc. Donc dans le milieu notamment, j'ai envie de dire historique de Geffosat, il y a tout un tas de débats sur le sujet de la température à laquelle il faudrait se chauffer. Et donc souvent, comme on est quand même très très proche de l'action sociale, on dit c'est un sujet qui concerne peut-être pas tout le monde, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne se chauffent pas ou plus et qui vivent avec des températures qui sont de toute façon très basses.
Je continue un tout petit peu sur les privations qu'on rencontre quand on manque d'argent, hein, et le lien que ça a avec à la fois la précarité énergétique et avec d'autres sujets. À propos de coupures et d'impayés, le chiffre était stable autour de 600 000 ménages jusqu'en 2010, et là aussi ça a doublé depuis 2010 aujourd'hui en 2024. Donc il y a quand même des indicateurs très sérieux, malgré la stabilité de cette courbe, pour nous alerter sur la question. Et puis j'ai ajouté une diapo sur pas seulement les passoires thermiques, mais aussi les bouilloires thermiques. Alors aujourd'hui, bon, ça va, mais il y a 2 jours, ça me paraissait hyper pertinent. Et demain, ça le sera. Ça, on n'a pas fini. En bleu, suivez-moi bien, parce qu'en bleu, c'est avoir trop chaud l'été, et en jaune, c'est avoir trop froid l'hiver. Donc les couleurs sont un peu trompeuses. Et on représente les tranches de revenus pour montrer que quand on gagne moins de 1 000 euros, ce sont les colonnes les plus à droite, eh bien on est beaucoup plus exposé. Plus à gauche. Les plus à gauche, pardon. Les plus à gauche, quand on a moins de 1 000 euros, c'est-à-dire grosso modo quand on est pauvre, hein, sous le seuil de pauvreté, eh bien on a encore plus de risques d'avoir trop chaud l'été que d'avoir trop froid l'hiver, et que c'est très relié au niveau de revenus. Alors vous voyez qu'en haut ça remonte, ça peut être un peu surprenant. Tout à l'heure je disais, le chauffage c'est un luxe pour les plus pauvres et pas pour les plus riches. Avoir trop chaud l'été, ça concerne aussi une petite partie des personnes aisées, parce qu'elles vivent plus souvent en ville. Et que donc c'est là qu'on va trouver des îlots de chaleur, même si elles ont chaud dans leur logement, eh bien elles ont aussi bien souvent plus de moyens de s'en protéger, ou de partir au vert, au frais, pendant leurs vacances, le week-end. Et puis elles sont moins exposées aussi dans la journée du fait de leur travail. Hein, parce que là on parle du logement, et je ne parle pas d'être exposé à la chaleur, parce qu'on a un métier pénible en extérieur. C'est pas qu'une question de confort, hein, cette histoire de. Alors vous le savez bien, mais je me permets de le dire. C'est pas qu'une question de confort, avoir froid dans son logement ou avoir chaud. C'est bien une question de santé. C'est le ministère de l'Environnement qui rappelle que les moisissures, l'humidité dans son logement, eh bien, ça crée un risque supplémentaire d'avoir froid aussi, un risque supplémentaire de déclarer une maladie. Alors il parle de maladies, moi je considère que c'est des maladies graves, hein, parce qu'il regarde uniquement les affections pulmonaires de type pneumonie, et puis les accidents cardiovasculaires. Donc on ne parle pas du petit rhume. Et quand on a froid dans son logement, on a une chance sur 18 de déclarer un de ces accidents de santé dans l'année, et la proportion monte à 1 personne sur 4 pour ceux qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Donc j'y reviendrai tout à l'heure pour dire ces inégalités environnementales, elles ont un lien direct, elles sont renforcées, on est plus exposé, mais on est aussi beaucoup plus vulnérable quand on est pauvre. Alors je voulais parler de quelques autres privations. Je le fais rapidement. Rapidement. Ouais. Je vais aller très vite. Évidemment, il y a partir en vacances, etc. Ça, c'est la liste des 15 items de l'INSEE. Mais je vous en signale quelques-uns qui me paraissent importants par rapport à notre sujet. C'est pouvoir faire face à une dépense imprévue de 1 000 euros. 62% des plus modestes, toujours les 20% les plus modestes, ne peuvent pas faire face à cette dépense. Et ça, c'est lié à la capacité d'épargne qui est extrêmement inégale, puisque sous le seuil de pauvreté, non seulement on n'épargne pas, mais en moyenne, on désépargne en moyenne 3 500 euros par an, c'est-à-dire qu'on fait appel soit à son bas de laine si on en a un, soit à de l'aide familiale pour pouvoir vivre. Tandis que de l'autre côté, j'en profite pour le dire là, dans notre rapport sur les riches, on signale que les personnes aisées, elles mettent de côté 33% de leurs revenus tous les mois, un SMIC et demi sur une année en moyenne. Je ferme la parenthèse. Comme disait Coluche, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit, mais certains sont plus égaux que d'autres. Voilà. Alors oui, sur les inégalités environnementales, du coup, on a commencé à en parler un petit peu. C'est comme ça que je vous ai connus, en fait, parce qu'en cherchant un peu à préparer une conférence, je suis tombée sur le rapport de l'Observatoire sur les inégalités environnementales et la fracture sociale. Voilà, et donc on se faisait la réflexion avec le CCAS. On ne sait pas très bien qualifier en fait ces inégalités environnementales, de quoi on parle. Et donc on aimerait que vous nous expliquiez un petit peu de quoi ça parle, qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes, et est-ce que ça se superpose
avec les cartes de la pauvreté, que ce soit en milieu urbain ou en milieu rural? Alors nous aussi, on se pose la question, qu'est-ce qu'on entend par inégalité environnementale? On essaie de donner une définition et de s'intéresser principalement à la question, pour schématiser, est-ce qu'il y a une superposition entre inégalité sociale et exposition au dérèglement climatique, aux pollutions? Est-ce qu'elle est sociale? Est-ce qu'elle est géographique? On peut aussi se poser la question, je ne vais pas le faire aujourd'hui avec vous, de qui contribue le plus au dérèglement climatique. Et puis il y a une troisième question que certains chercheurs amènent, ce n'est pas notre cas, mais je vais aborder la question dans notre conclusion, de l'impact des politiques environnementales, mais on va le traiter plutôt en conclusion. Là, je vais essayer de répondre plutôt à la question de est-ce que les plus pauvres sont les plus exposés aux pollutions, au dérèglement climatique? Et ma réponse est oui, mais pas forcément là où on croit et pas forcément de la manière à laquelle on pense spontanément. Souvent, on va simplifier les choses en disant les endroits les plus pollués, les plus exposés, sont les endroits où vivent les plus pauvres. Or, à l'échelle nationale, on commence à avoir quelques données qui nous montrent que la réalité elle est plus compliquée que ça. Notamment, ça dépend beaucoup de la pollution qu'on regarde. Et puis, les pollutions, notamment celles de l'air, elles sont très concentrées dans les villes et beaucoup moins présentes dans les campagnes. Or, quand on parle d'inégalité sociale, eh bien, c'est dans les grandes villes qu'on va trouver les plus grands écarts. On va y trouver à la fois des très riches et aussi massivement dans le logement social. C'est le lieu d'habitation des personnes pauvres. Alors que dans le périurbain, dans le rural, bien sûr, il y a aussi des personnes modestes ou pauvres, mais il y en a plutôt moins en nombre et puis plutôt moins en taux aussi. Si bien que quand on essaye de superposer la carte des pollutions et la carte de la défaveur sociale, eh bien la réponse, ça dépend des pollutions et ça dépend des endroits. Je vous donne quelques exemples. Par exemple, la pollution à l'ammoniac, elle est beaucoup plus forte à la campagne, donc elle touche plutôt des classes moyennes ou populaires. Par contre, la pollution au dioxyde de soufre, la pollution au dioxyde d'azote, là, ça touche beaucoup plus, avec des effets sur la santé pulmonaire et 40 000 décès par an. Ça touche beaucoup plus les villes, où on va trouver à la fois les plus riches et les plus pauvres. Sauf qu'en fait, il faudrait descendre au niveau du quartier. À Lille, par exemple, plus un quartier est pauvre, plus son air est pollué. Mais à Paris, et dans la petite couronne, eh bien, on va trouver la pollution le long des grands axes, le périphérique, les grands axes haussmanniens. Et le long de ces grands axes, il peut y avoir des très pauvres et des très riches. Dans l'ouest parisien, le périphérique, il est bordé des quartiers où sont le plus concentrés les riches français. Et à l'inverse, dans le nord-est de Paris, les arrondissements, la Seine-Saint-Denis, etc., là on va trouver des quartiers très pollués, mais où vivent des très pauvres. Donc ma première réponse, géographiquement, ça dépend. Mais par contre, là où on trouve des inégalités sociales, environnementales, sans aucun doute, sont des endroits dont on parle moins, c'est le travail et le logement. Donc les inégalités d'environnement, pour moi, elles sont d'abord sociales avant d'être territoriales, et elles se jouent au travail, en premier lieu. Respirer des fumées ou des poussières, ça concerne 65% des ouvriers, 9% des cadres. Donc un rapport de plus de 7 fois entre le risque d'être exposé à cette pollution entre les ouvriers et les cadres. Manipuler des produits dangereux, ça concerne 50% des ouvriers, 4 fois plus que des cadres. Manipuler des produits cancérogènes, 30% des ouvriers qualifiés, contre 10 fois plus que les cadres. Et subir du bruit dans son travail, au point qu'on ne peut pas parler à un collègue à moins de 3 mètres, ça concerne 30% des ouvriers, 6 fois plus que les cadres. Et puis dans le logement, les familles pauvres aussi sont beaucoup plus exposées au bruit. Donc là, c'est du déclaratif, on ne mesure pas les décibels, mais on demande aux gens s'ils souffrent du bruit. Ça peut être le bruit des voisins, peut-être le bruit de leurs enfants, mais aussi le bruit de l'autoroute, de la voie ferrée qui passe en dessous. Et dans le 5e le plus pauvre, toujours ces 20% les plus pauvres, il y a 25% des familles qui se plaignent du bruit contre 12% dans les quartiers plus riches. Et dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, là, c'est 50% des habitants qui se plaignent du bruit, contre 27% des habitants des autres quartiers dans les mêmes villes. J'ai parlé du chaud et du froid tout à l'heure. Ce qui était intéressant, le chaud et le froid, c'est que ça me permettait de souligner l'écart entre l'exposition et la vulnérabilité. Et ça, c'est un autre élément qui constitue les inégalités face à la pollution, c'est que face à une même pollution, dans les quartiers de Paris, je vous l'ai dit, des riches et des pauvres sont exposés à la pollution, mais ils n'ont pas les mêmes effets sur leur santé.
quels sont les bébés qu'on trouve dans les urgences pour des bronchiolites ou pour de l'asthme, des crises aiguës qui les amènent aux urgences, bien c'est 2 fois plus les bébés de parents pauvres que de parents riches. Donc en fait, ça va se croiser avec des inégalités sociales de santé très marquées qui se construisent tout au long de la vie dans le stress du manque d'argent, du manque d'emploi, des conditions de logement insuffisantes. Je ne vous ai pas parlé du très mal logement tout à l'heure, j'aurais pu le faire, j'ai zappé. Et si bien que, en fait, et les maladies chroniques, on a 3 fois plus de risques, par exemple, d'avoir du diabète quand on appartient aux 10% les plus pauvres que 10% les plus riches. Donc toutes ces maladies chroniques, elles sont vraiment très liées au niveau de revenus qu'on a, parce qu'on a subi de la pénibilité dans son travail, une alimentation, on peut avoir aussi une éducation moindre, des pratiques moins bonnes pour la santé, fumer plus, boire plus d'alcool, et tout ça, ça vient se croiser avec l'exposition aux pollutions et au dérèglement climatique. Donc inégalité dans l'exposition et inégalité dans la capacité à apporter des réponses, en fait. C'est de ça dont on parle quand on parle d'inégalité environnementale. Donc, si je résume, la pauvreté est la mère des inégalités quand même dans ce que j'entends. C'est-à-dire qu'on part, c'est pour ça qu'on est parti de ce constat, c'est qu'on le verra sans doute après dans la dernière partie, mais c'est vraiment un sujet qui ne doit pas être dissocié, la pauvreté, de la question de la préoccupation environnementale. La pauvreté, et j'ajouterai les conditions de travail et les conditions de logement. Alors, on va peut-être passer à la dernière partie de la conférence et puis on aura une séance de questions avec la salle. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ces inégalités environnementales dont on voit qu'elles ont un impact qui n'est pas que, d'ailleurs, sur les questions, sur les approches climatiques. Comment est-ce qu'on peut dépasser les approches sectorielles qu'on constate encore trop souvent. Moi, je travaille dans l'écologie, moi, je travaille dans le social, moi, je travaille dans l'économie. En fait, c'est aussi une des parties du problème quand on cherche des réponses. Donc, est-ce que vous avez quand même quelques réponses ou en tout cas propositions à faire? On a quelques élus dans la salle, donc profitons-en pour faire passer les messages. Bon, alors à l'Observatoire des inégalités, on n'est pas un think tank, on n'a pas une batterie de propositions de politique publique. Je vais peut-être vous décevoir, mais je ne suis pas spécialiste de la précarité énergétique, donc je fais avec ce que j'ai. Mais je voudrais vous proposer quelques éléments de réflexion pour faire du plaidoyer, pour construire des politiques publiques qui tentent de répondre à cette double nécessité, de répondre à la dégradation de l'environnement, au dérèglement climatique, tout en tenant compte de cette fracture sociale. Ça me paraît particulièrement indispensable de tenir les deux bouts en ce moment. À un moment, on vient de vivre une année pendant laquelle on a vécu des reculs majeurs, et c'est pas fini, c'est encore dans les médias ces derniers jours, en matière de protection de l'environnement. Je pense à l'annulation des zones à faible émission, à la loi du plomb, au rabotage de MaPrimeRénov'. Tous ces éléments, eh bien, à mon sens, on pourrait dire que c'est une question de budget pour MaPrimeRénov', mais à mon sens, c'est plus grave que ça. C'est un recul sur une volonté politique d'agir en matière d'environnement, où on est en train de jeter le bébé avec l'eau du bain. Et ces politiques, elles payent le rejet de politiques environnementales pas bien ficelées et injustes socialement. Et du coup, c'est presque trop facile de les rejeter au nom de l'écologie punitive. Donc je vais vous donner 6 petites pistes de réflexion à partager avec vous, à discuter. À mon sens, il faut regarder ces endroits de conflit. Quand on parle de précarité énergétique, on est à un endroit où on peut se dire, bon bah là, il y a concordance entre une volonté de réduire la fracture sociale, de lutter contre la pauvreté et puis environnement. Mais il y a plein d'autres sujets sur lesquels on va arriver sur ce qui peut nous sembler des dilemmes, et donc je voudrais les regarder en face. Au risque sinon de laisser détricoter totalement toutes nos politiques environnementales, et cela c'est bien au détriment des plus modestes, qui sont ceux qui meurent de la pollution de l'air et qui sont ceux qui subissent l'élévation des températures par exemple. Alors le premier point, c'est de ne pas se laisser décourager par les reculs actuels de l'action publique. Donc je reviens sur tout ce que je viens de dire et vous dire, il y a plein de mauvaises nouvelles, mais il ne faut pas les intérioriser. Il ne faut pas en faire une vérité définitive contre laquelle on ne peut pas lutter. Quand il y a des politiques publiques qui sont menées avec fermeté, dans la durée, elles fonctionnent. La qualité de l'air, dont je parlais tout à l'heure, eh bien, elle s'est beaucoup améliorée en 20 ans.
La proportion de dioxyde de soufre dans l'atmosphère a été divisée par 8. Le dioxyde d'azote, les particules fines, divisé par 2 au cours des 20 dernières années. Donc il y a des progrès qui sont faits et il faut les garder en tête pour s'armer de courage et continuer de réclamer une protection de l'environnement et protection de la santé des plus modestes. Le deuxième point, c'est de démonter ce discours sur l'écologie punitive, parce que l'écologie, c'est un peu ce que je vous montrais avant, elle est cruciale pour la santé des plus pauvres et pour l'ensemble des catégories populaires. L'alliance, je vais les nommer, à mon sens, des partis du centre, de droite et du Rassemblement national pour l'annulation des ZFE, pour la loi du plomb, et aujourd'hui, par exemple, j'entendais ça dans les médias ces jours-ci, pour maintenir des seuils élevés de cadmium dans les engrais, eh bien, ça, c'est bien les pauvres que ça punit. C'est pas l'écologie qui est punitive, c'est ces reculs qui le sont. Réduire les émissions de CO2, ça sert à réduire massivement les inégalités de santé. Les 40 000 morts par an de la pollution de l'air, c'est qui? C'est les plus modestes. Les cancers, les maladies neurodégénératives liées aux pesticides touchent beaucoup plus les plus modestes que les plus riches. Le troisième point, c'est de faire attention, y compris nous, peut-être, spécialistes du travail social, des mesures de rénovation énergétique, au mépris social qui peut nous traverser par des raccourcis un peu trop rapides, et il faut arrêter de considérer que les classes populaires seraient moins sensibles que les autres aux questions environnementales. Les ouvriers, ils ne sont pas plus climato-sceptiques que les cadres. C'est l'ADEME qui tient son baromètre tous les ans. Alors effectivement, il y a une partie de la population qui pense qu'il n'y a pas de réchauffement climatique ou qui pense que le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine. Elle est de 12% chez les ouvriers. Elle est de 11% chez les employés. Elle est de 12% chez les cadres et elle est de 11% dans les classes moyennes et professions intermédiaires. Quand on demande, cette fois c'est le ministère de la Transition écologique qui le fait, si vous êtes sensible ou très sensible à l'environnement. Donc on peut répondre sur une échelle de 1 à 9 ou 1 à 8, et j'ai retenu tous ceux qui répondaient plus de 5. 90% des cadres répondent qu'ils sont sensibles ou très sensibles aux questions d'environnement. Mais c'est 80% des ouvriers et c'est 80% des personnes qui gagnent moins de 950 €, donc on pourrait dire que c'est notre seuil de pauvreté. Ça fait du bien à entendre. Quatrième point, il faut arrêter de renvoyer les individus à leurs petits gestes et notamment d'axer toute une partie des politiques publiques en matière de sensibilisation à l'environnement. Vous voyez que la population aujourd'hui elle est largement sensibilisée aux questions d'environnement, sur les plus pauvres, sur les locataires des HLM, sur les quartiers prioritaires. Il y a toute une partie de ces populations qui ne peut tout simplement pas suivre les injonctions ou suivre les investissements qui seraient nécessaires. Pour vous donner quelques exemples, j'ai des données. Là, si on fait l'hypothèse que rénover énergétiquement son logement, vous n'allez peut-être pas être d'accord avec le chiffre, mais c'est le tableau que j'ai, ça coûtait 24 000 €. Eh bien, pour les ménages très modestes, donc les 20% les plus pauvres, ça représenterait 150% de leur budget annuel. Et si on étale cette rénovation sur la durée de vie de la rénovation, ça représente 6% de leur budget annuel. Vous voyez, Et si je prends un autre exemple, je vais dire l'acquisition d'un véhicule électrique à 35 000 €. Là, pour les plus modestes, c'est 200% leur budget annuel et 13% si je l'étale sur la durée de vie de la voiture. Donc évidemment, toutes les personnes pauvres, elles aimeraient bien avoir un logement bien isolé, elles aimeraient bien pouvoir rouler avec une voiture électrique et rentrer dans les ZFE. Et n'ont tout simplement pas les marges de manœuvre économiques pour le faire, et continuer de faire porter ces injonctions sur les individus, de cibler les plus modestes en considérant qu'ils sont moins sensibles à ces questions, eh bien ça me paraît très risqué, au moins pour deux raisons. D'abord, c'est inefficace en termes de dérèglement climatique. Si toutes les émissions des Français étaient ramenées au niveau du 10e le plus pauvre, les émissions totales baisseraient de 35% seulement, alors qu'on vise 55%. Et puis c'est aussi, me semble-t-il, faire preuve de mépris, d'injonctions intenables, de susciter de la colère contre les politiques environnementales, et voilà où on en est aujourd'hui.
Nos modes de vie sont façonnés par bien plus que nos petits gestes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas trier nos poubelles, hein, entendez-moi bien, mais que ça ne va pas suffire. Et que si on veut réussir à réduire ces émissions de gaz à effet de serre de 55%, comme on s'en est engagé par rapport à 1990, il va falloir des politiques structurelles, engager les entreprises, engager l'État, et puis donner de la lisibilité, de la durée de vie à ces politiques pour tous les acteurs. Avec un principe, vous avez peut-être déjà entendu parler de ce principe 1 euro égale 1 euro en matière de politique environnementale. Ça vous dit rien? Bon, moi je connais pas bien non plus et je suis pas sûre que le principe 1 euro égale 1 euro, mais je trouve que c'est assez facile de s'en rappeler. C'est si je mets 1 euro sur un chèque énergie, l'État, et ben je dois mettre aussi 1 euro sur des politiques structurelles collectives. C'est-à-dire, il faut soutenir les plus pauvres, on en a absolument besoin pour qu'ils puissent tout simplement se chauffer, se déplacer, mais il faut aussi investir et actuellement on mène des politiques qui soutiennent les budgets des plus modestes pour l'essence, en partie, hein, voilà. Insuffisamment, on reviendra peut-être sur ma prime rénov', mais il faut aussi penser à politique structurelle. 5e point, j'en ai 6, hein, je vous tiens en haleine. 5e point, il ne faut pas avoir des dilemmes partout. Il y a aussi des politiques qui résolvent les deux difficultés, hein, la question environnementale et la question sociale. Donc ça fait du bien aussi de les entendre. Pour moi, les subventions à la rénovation énergétique avec un reste à charge très bas pour les ménages les plus modestes, ça coche les deux. Même chose pour le leasing social d'un véhicule électrique. Même chose pour le logement social de bonne qualité qui respecte les normes d'aujourd'hui. La tarification de l'eau, quand une mairie décide de faire un tarif avec un tarif très bas pour la consommation minimale d'un foyer en fonction du nombre de personnes dans le foyer, et puis beaucoup plus progressif quand il s'agit de remplir sa piscine ou nettoyer sa voiture, ça me paraît aussi des mesures qui permettent de répondre à ça. Pardon ? On a ça. Super. Et puis le bio dans les cantines aussi. Je pourrais dire, voilà une mesure qui permet à la fois à l'agriculture de se réformer, de répondre aux besoins de santé publique et puis aussi aux enfants, quel que soit leur milieu social, de bien manger. Et puis 6e point, tout ça, si vous m'avez bien suivi, ça a un coût. Je dirais, il y a un double coût, hein, lutter contre la pauvreté d'un côté, lutter contre la dégradation de l'environnement, et ce coût, il faut le distribuer de façon juste. Il faut avoir le courage d'aller chercher des impôts pour ceux qui peuvent, celles et ceux qui peuvent le payer, le faire de façon très large, très étendue sur la population française, et bien sûr plus progressive qu'aujourd'hui. Renoncer, alors je vais peut-être reprendre, je crois que je vous ai dit ce que je voulais vous dire. Bien sûr, ça n'empêche pas de réglementer, d'interdire les émissions de gaz à effet de serre les plus ostentatoires, les plus scandaleuses. Hein. C'est indispensable de plus voir Katy Perry qui part faire son voyage dans l'espace ou des jet-setters qui vont à Cannes avec leur jet privé. C'est pas possible si on nous demande un effort fiscal supplémentaire. Donc je suis pas en train de dire qu'il faut pas aussi s'occuper des plus riches ou de leur consommation insupportable. Mais je voudrais plutôt finir sur on est un pays riche, on a les moyens. On vient de se priver de 20 milliards d'euros de taxes d'habitation qui portaient sur les classes moyennes et aisées, hein, celles qui ont les plus grands logements, qui n'en demandaient pas forcément autant. 20 milliards d'euros, c'est considérable. On a calculé, nous, à l'Observatoire des inégalités, qu'il faudrait à peu près 8-10, ça fait quelques années, alors je vais dire 10 milliards pour rajouter une petite louche, pour ramener les minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté et éradiquer la pauvreté comme Emmanuel Macron nous le promettait au début de son premier quinquennat. C'est à notre portée, pour qu'on en ait la volonté et le courage politique. Donc sans justice sociale, pas de transition écologique. Sans transition écologique, on aura du mal à avoir de la justice sociale. On peut peut-être conclure là-dessus, Anne Brunner. Un dernier mot ou on passe la parole à la salle ? Je pense que c'est peut-être le moment de vous remercier pour votre attention et puis de discuter, que vous puissiez relever les points qui n'étaient pas clairs ou si vous avez envie d'en découdre, on peut essayer de vous répondre. Eh bien, merci beaucoup Anne Brunner. Je vais passer le micro, du coup, pour ceux qui veulent poser des questions, ceux et celles.
Bonjour, je suis Rani Slimane, donc je suis élu municipal et métropolitain à Montpellier au groupe La France Insoumise et Verts Populaires. Et j'avais une question par rapport aux causes de la pauvreté. Vous avez explicité la raréfaction de la ressource pour les ménages, c'était très clair. Mais je ne sais pas si vous avez des chiffres sur la cherté de la vie. Parce qu'il y a la baisse de la ressource, mais il y a également la cherté de la vie. On peut le dire qu'en fait, il y a eu ces dernières années un transfert de richesse qui était un pari, qui était donné au capital de la ressource en espérant un ruissellement. C'était la théorie qui avait été explicitée par les gens qui dirigent actuellement. Je pense qu'on peut le dire que ça n'a pas marché. Je pense qu'il y a des chiffres, je ne sais pas si vous les avez. Et surtout, est-ce que vous avez la part justement de ce pari qui a été fait, ce pari économique qui a échoué sur justement sur les gens directement, c'est quoi? Parce que on sait très bien que dans le PLF, donc le budget de l'État, il y a des milliards, vous avez parlé de la fin de la taxe d'habitation, mais il y a des milliards qui ont été redirigés vers justement l'attractivité et ce genre de choses, et qui ont manqué au service public et au commun, qui permet justement de compresser la cherté de la vie. Et ma deuxième question portait sur le phénomène de métropolisation, qui est un peu mon cheval de bataille. Je voulais savoir si aux observateurs d'inégalité, vous avez pu chiffrer ce genre de choses, parce que nous on le voit dans la métropole de Montpellier, qui est une ville qui s'est basée sur le phénomène d'attractivité et de métropolisation, et ça fait longtemps qu'on commence, mais là on voit vraiment les effets délétères, et je voulais savoir si vous avez des chiffres donnés, bon du coup ça serait plutôt national je suppose, mais en tout cas sur les politiques de métropolisation qui sont à l'œuvre dans notre pays. Merci. Merci pour ces questions. Je vais peut-être les reformuler en 3 questions. La cherté de la vie, le ruissellement et les mesures fiscales qui ont été prises, les mesures budgétaires qui ont été prises ces dernières années, et puis la métropolisation. Et vous répondre avec ce que j'ai. Vous m'entendez toujours? Oui, super. Alors, la cherté de la vie, vous avez vu, avec les 2 dernières années d'inflation, il n'y a pas d'augmentation de la pauvreté en France. Ça peut paraître assez inattendu. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé pour les personnes les plus modestes. Alors cette courbe, les revenus, quand on les compare d'année en année, on tient compte de l'inflation, de l'augmentation de l'indice des prix à la consommation pour mesurer les revenus en fonction de ça. Il y a plusieurs éléments. D'abord, cette inflation, elle est toujours calculée de façon moyenne, alors qu'on sait qu'elle ne touche pas tout le monde de la même manière. Si on habite loin de son travail, au moment où les carburants augmentent, si on consacre une grande part de son revenu à des dépenses contraintes que sont le logement, les factures, au moment où les factures d'énergie augmentent, ou si on a un budget très contraint dans lequel on va consacrer plus d'argent, j'ai cité le logement, j'ai cité les déplacements, l'énergie, mais il y a aussi l'alimentation, ce qui est le cas pour des ménages ruraux, souvent âgés, ou pour des ménages qui peuvent être beaucoup plus jeunes notamment, et pauvres en ville, et bien là on va être beaucoup plus exposé à l'inflation, ceux dont nos données ne tiennent pas compte. Donc les revenus déflatés, il n'y a pas d'aggravation de la pauvreté du fait de l'inflation. Par contre, ça ne mesure pas les difficultés et les arbitrages qui doivent être faits quand il y a 50 € de plus au ticket de caisse au supermarché en 2022-2023 ou quand, ces derniers mois, le carburant passe à 2 €. Donc les contraintes sont... Quand on parle de pouvoir d'achat, pour nous, ça n'a guère de sens, quoi. C'est-à-dire qu'on est en train de masquer les inégalités et la pauvreté en faisant ça. Le pouvoir d'achat, quand les riches mettent de côté 33% de leurs revenus, s'ils payent 50 € de plus d'essence ou 100, ils se dépassent plus, alors peut-être que c'est beaucoup plus. Ils vont peut-être renoncer, ils vont peut-être pas s'en apercevoir, ils vont peut-être renoncer à un resto, à une dépense pendant leurs vacances. C'est pas du tout les mêmes contraintes qu'on va trouver dans les catégories populaires. Donc l'effet de l'inflation, il est très différencié. Si j'ai un petit message, c'est à mon sens, le pouvoir d'achat cache la forêt des inégalités et de la pauvreté. Et quand on nous vend la baisse de la taxe d'habitation pour les classes moyennes, entre guillemets, au nom du pouvoir d'achat des classes moyennes, là, on manque vraiment des politiques qui permettraient de réduire les inégalités. Deuxième point, vous parliez de ruissellement, de cette...
pourrait parler d'idéologie sans qu'il y ait rien de négatif derrière ça, conception de la vie économique et sociale qui est à l'œuvre depuis les années 80-90. C'est le moment où on voit augmenter les revenus des plus riches, s'aggraver l'écart entre les plus pauvres et les plus riches. Et c'est le moment aussi où les gouvernements successifs, de droite mais aussi de gauche, réduisent des impôts, font des cadeaux fiscaux, mettent en place, mince j'ai un trou, le CICE et le pacte, rappelez-moi comment il s'appelait ce pacte, le pacte de compétitivité, 45 milliards d'euros. Et donc si on fait la somme de tous les renoncements fiscaux qui ont été faits ces dernières années, il y a un papier d'attaque qui est publié d'un économiste qui est publié sur notre site que vous pourrez retrouver. Il a fait la somme de tous les renoncements fiscaux qui ont été faits au bénéfice de ceux qui payent le plus d'impôts, et on arrive au déficit qu'on cherche à combler aujourd'hui. Donc on construit du déficit à travers des baisses d'impôts qui bénéficient à ceux qui payent ces impôts. Je m'arrête là peut-être pour commenter. Voilà. Et puis la métropolisation, c'est un sujet sur lequel on n'est pas bon. J'ai pas d'avis bien arrêté. Nous, ce qu'on essaye de regarder, c'est les inégalités entre ville et campagne. De prendre parfois un peu le contre-pied de la pauvre France périphérique pour rappeler que la pauvreté, elle est massivement dans les quartiers populaires des grandes villes. C'est pas étonnant, hein, dans les grandes villes, à Montpellier, c'est là qu'on trouve de l'emploi, des logements sociaux. Donc c'est là qu'on vient, pas forcément définitivement, c'est là qu'on sort aussi dès que ça va mieux. Donc il n'y a pas une fatalité, il n'y a pas une ghettoisation de la France, mais ces quartiers, ils jouent leur rôle d'accueil des nouveaux venus en France, des personnes qui en ont besoin, et c'est là qu'on va trouver les difficultés sociales concentrées, avec des inconvénients en matière d'éducation notamment, parce que dans les établissements qu'on appelle REP, les établissements des quartiers populaires, c'est là qu'on va avoir le plus d'effets de cette concentration des plus modestes en termes de chances pour les enfants. Sur les autres sujets, ça se discute. Le logement social, ça peut être un logement de bonne qualité. Et puis, il peut y avoir aussi, on n'a pas forcément envie d'être confronté en permanence aux inégalités, à la violence sociale, et donc vivre entre soi. On l'apprécie tous, notamment les plus riches. Peut-être je peux vous montrer je vais juste vous montrer, j'ai apporté quelques données locales, je ne vais pas les détailler, mais juste voilà, pour étayer un peu mon propos, le taux de pauvreté dans l'Hérault, il est 19%, et en Aveyron et dans le Tarn, il est plus faible. Alors là, je suis au seuil à 60%, c'est le seul pour lequel on ait les données locales en termes de pauvreté, donc un seuil un peu plus à 1100 € plutôt que 1000, pour schématiser. Et donc vous voyez qu'en fait, plus il y a des grandes villes dans un département, je schématise beaucoup, mais plus on va y trouver de pauvreté. Parce que dans certains départements ruraux, je ne connais pas bien votre région, mais ça peut être le cas aussi dans la région, il n'y a pas d'emploi pour les jeunes, et donc ils vont chercher meilleure fortune ailleurs, et ils arrivent dans les grandes villes, les métropoles. Ça ne répond pas du tout à votre question sur des choix administratifs, d'investissement, mais en tout cas, voilà, c'est une forme d'éclairage des questions de métropole. Alors, comme je vous ai apporté aussi les données sur le département, vous voyez les taux de pauvreté les plus élevés, vous le savez, c'est Béziers. Et puis Montpellier, avec Ganges et Lodève, c'est 1000 personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté. Donc c'est sans commune mesure. Si j'avais fait le tri en nombre d'habitants, il n'y a pas photo, c'est bien dans les grandes villes qu'on trouve le plus de personnes pauvres, et ça s'explique. Mais par contre, il faut des politiques, y compris des politiques locales et territoriales, qui répondent aux enjeux des quartiers prioritaires. Merci beaucoup. Je m'appelle Sébastien, je suis militant dans différentes organisations. J'entends beaucoup le constat, je partage totalement le constat que vous faites sur les conditions de vie, les conditions de travail, les conditions du logement, mais à aucun moment vous parlez de lutte de classe ou du capitalisme. Est-ce que c'est un choix délibéré ou parce que c'est pas rigoureux scientifiquement selon vous ? Et j'apprécie le fait que vous soyez apartisan, mais vous êtes éminemment politique, et au tout début vous avez dit que vous ne faisiez pas assez de lobbying. Pourquoi ? Et est-ce que dans un futur plus ou moins proche, vous envisagez de le faire ? Merci. Alors, c'est des super questions. Je vais essayer d'y répondre très sincèrement. Alors, quand on parle d'inégalité, on ne parle pas de lutte des classes, mais on parle bien d'inégalité entre classes sociales. Quand je vous dis inégalité sociale, c'est un peu de ça tout de même qu'il s'agit.
On essaye de rester factuel et de ne pas y mettre trop d'idéologie pour pouvoir parler le plus largement possible. C'est un choix. L'Observatoire des inégalités s'appelle Observatoire, pas pour rien, parce qu'on essaie de rester assez factuel, assez calme. On fait peu de propositions de politique publique, c'est pas notre métier, et plutôt de dire les choses de façon non militante, de façon très assumée, et de dire aussi quand les choses s'améliorent. Bon, là, on parle d'environnement et de pauvreté, c'est pas un endroit où je peux vous dire beaucoup de choses qui s'améliorent, mais si on avait parlé d'autres sujets, j'aurais pas hésité. Par exemple, entre les femmes et les hommes, on est de plus en plus sensible à cette question. Il y a des choses qui nous choquent beaucoup et sur lesquelles il faut lutter, mais ça s'améliore. Voilà un petit peu. Alors, on ne fait pas de lobbying. Pourquoi ? Je pense que ça tient à ce choix de créer un observatoire pour pouvoir parler le plus largement possible, être entendu dans les médias, être présent dans 300 manuels de sciences économiques et sociales aujourd'hui. Donc être une référence plutôt que... et d'équiper les militants, les syndicalistes, les partis politiques qui veulent bien s'en saisir, les associations, pour qu'elles puissent monter du plaidoyer. Et puis, voilà, on est 10. Je veux dire, on fait notre part, on essaye d'éclairer le débat public. Et on espère, chaque fois qu'une association nous dit « Ah super, vos données, elles me sont très utiles, moi je vais pouvoir faire du plaidoyer et je vais pouvoir rencontrer des élus en leur disant « Regardez, c'est pas seulement mon sentiment, mais c'est étayé par des données nationales. » C'est comme ça qu'on essaye de contribuer. C'est pour prolonger la question qui vient d'être posée. Donc, en gros, les associations mobilisent les données que vous constituez dans l'Observatoire. Est-ce que les pouvoirs publics les mobilisent ? Khadija Mamou. Merci pour la question. C'est pas facile d'y répondre. Je dirais nous, on se réjouit quand on voit, comme ces derniers jours, là, si vous tapez rapport sur les riches sur Google, vous allez voir, on était dans beaucoup de médias ces derniers jours. On est une petite équipe et on n'est pas à Paris, donc on n'est pas dans les couloirs des ministères. Il y a d'autres collectifs, je pense au collectif Alerte par exemple, qui réunit les associations de lutte contre la pauvreté et qui dégage des moyens collectivement pour aller répondre, rencontrer les élus, les parlementaires, les cabinets des ministères. Donc ça rejoint un petit peu ce que je disais avant, c'est un travail qu'on ne fait pas, qu'on essaye de soutenir un peu à distance. Bien sûr, quand des élus nous invitent, ou quand on est invité à une audition au Parlement ou dans une commission, on essaye d'y aller. On essaye aussi de rester apartisan, vous le disiez, donc de rester un peu en réserve pendant la période électorale, mais le reste du temps, si on nous demande notre avis, on le donne. Quand on est présent dans les médias, dans les universités, dans les collèges et les lycées, on se dit qu'on n'a pas servi à rien. Il y a quelques petits sujets sur lesquels on peut avoir quelques petites fiertés. Je ne sais pas si mon directeur était là, s'il approuverait que je vous dise ça, mais voilà, comme il n'est pas là, puis qu'il ne m'entendra pas. On enfonce quand même quelques coins en termes d'abord de conception de la pauvreté et de la richesse. Par exemple, il y a quelques années, on protestait vivement contre le fait que, ça vous paraît peut-être anodin, mais voilà, nos petites victoires, quoi. En Outre-mer, le seuil de pauvreté, il était situé, non pas en fonction du niveau de vie national, médian national, je vous disais, on regarde le français du milieu, c'était l'habitant local du milieu qu'on prenait. Donc évidemment, ça faisait des seuils de pauvreté beaucoup plus faibles et ça minimisait à notre sens la pauvreté locale. Aujourd'hui, l'INSEE a rectifié le tir et quand on a les données, on les a avec retard, on continue de râler, mais on les a au même seuil de pauvreté que les autres. Donc là, peut-être qu'on a joué un petit rôle d'influence sur l'INSEE. Actuellement, on est en discussion avec le CNIS, c'est le Conseil national de l'information statistique qui dirige les ministères, les centres d'études et puis l'INSEE, et on réclame fortement un seuil de richesse fixé au double du niveau de vie médian. Je crois qu'on a emporté le coin médiatiquement et politiquement. Il n'y a plus beaucoup d'élus qui peuvent dire à 5 000 € on n'est pas riche. Eh bien, il reste à la statistique publique de nous fournir des données, de ne pas nous laisser bricoler avec des moyens insuffisants pour publier ce rapport, pour avoir les mêmes données sur les riches que ce qu'on a sur les pauvres. Je me rappelle aussi, c'est des progrès très modestes, mais ils sont importants à mes yeux sur les revenus des jeunes. On a beaucoup, on revendique, on réclame une élévation des minima sociaux, une ouverture des 18 ans et une élévation de l'ensemble des minima sociaux, au moins au seuil de pauvreté, au moins à 1 000 €. Ça a été fait déjà
par le premier gouvernement Macron pour les personnes en situation de handicap, pour les personnes âgées. Il reste à le faire pour le RSA, à l'ouvrir dès 18 ans, à l'ouvrir aux personnes qui viennent d'arriver en France. Ça n'a pas été fait dans ces termes. Il y a eu une extension de la garantie jeune, il y a eu le contrat d'engagement jeune qui permettent d'obtenir une allocation. C'est pas versé automatiquement, c'est pas un droit social, il y a des conditions qui sont posées, mais probablement qu'on a joué un petit peu notre rôle aux côtés des associations du collectif Alerte et d'autres pour réclamer ce minimum universel. Voilà, il y a encore beaucoup de travail à faire en la matière. Je vais rajouter une chose, ça fait un enchaînement parfait, c'est qu'en fait, je voulais vous interroger sur la question du droit ou de l'aide. C'est-à-dire qu'on raisonne très souvent en termes d'aide, alors qu'il faudrait peut-être raisonner en termes de droit. Parce que si on avait un certain nombre de droits qui nous permettaient de davantage lutter contre le changement climatique, ça sortirait de la logique que j'appelle souvent de dame patronesse, parce qu'on est quand même très souvent dans une logique, en France en tout cas, d'aide qui sont considérées comme presque de la charité. Et je dis ça dans un lieu qui est le Centre communal d'action sociale. Et je sais que les travailleurs sociaux ne voient pas du tout leur travail comme ça, mais on a quand même encore très souvent cette notion d'aide financière pour les pauvres, pour les plus pauvres, alors qu'en fait il faudrait sans doute travailler au droit. D'ailleurs le réseau Clair dont on fait partie a fait une proposition de loi, je crois qu'avec la Fondation notamment, pour un véritable droit d'accès à l'énergie. Donc cette notion-là de droit, elle me semble quand même répondre en partie à ce que vous demandez. En effet, même si on n'en parle pas avec ce mot-là, c'est bien de ça qu'il s'agit. Quand on parle de minimum, alors nous on parle d'abord en termes de revenus, et notre première revendication par rapport à la lutte contre la pauvreté, c'est de fournir à chacun un minimum pour vivre dignement dans notre pays. On parle du seuil de pauvreté, on parle pas du SMIC, mais du seuil de pauvreté, et de pouvoir avoir un peu d'autonomie, un peu plus pour faire des choix alimentaires, faire des choix de déplacement, de chauffage. C'est un des freins. Tout à l'heure, vous parliez de non-recours à des droits d'aide. C'est un des éléments qui explique le non-recours à certaines aides sociales. C'est l'impression qu'on va être stigmatisé si on les demande. C'est aussi ce qui se vit pour ces personnes sous le seuil de pauvreté qui dépendent de plus en plus des aides et qui, à mon sens, à qui ça fait vivre ce sentiment de dépendance et ça augmente les tensions sociales au risque de perdre confiance dans les institutions, au risque de perdre confiance dans la capacité de l'État à lutter contre la pauvreté, contre les inégalités et de voir monter le vote d'extrême droite. Et puis il y a tout ce discours autour de l'assistanat qui est extrêmement délétère, alors que je vous renvoie aussi à notre article, les a cité de la France d'en haut, les services publics, la redistribution, elle joue aussi pour le confort de toutes les catégories sociales, qui fait les études les plus longues, qui va à l'opéra subventionné, etc. Tout le monde en profite et les plus aisés ne sont pas les derniers. Donc effectivement, cette question d'assurer un minimum, nous on est beaucoup sur une position monétaire, mais tout à l'heure quand je disais l'eau, évidemment l'alimentation, le chauffage, c'est quelque chose il faut tenir ce bout en parlant d'environnement, à la fois face aux inégalités en France, mais aussi dans une perspective mondiale, puisque ces questions d'énergie, de dérèglement climatique, elles sont mondiales, et donc penser aussi évidemment à assurer un minimum pour des populations qui ont droit de se nourrir, d'avoir accès à l'eau, d'avoir accès à l'énergie, à Internet, etc. Bonjour, donc je suis Laurence Lefebvre du CSAS. Je voulais juste rebondir effectivement sur la remarque de Sandrine sur les travailleurs sociaux. Alors, je suis moi-même de formation assistante sociale et je ne suis pas sûre qu'aujourd'hui les travailleurs sociaux soient tous formés ou en tout cas sensibilisés au lien entre justice sociale et transition écologique. Voire même, je pense qu'on est dans une période où effectivement on va responsabiliser les gens. Alors tant mieux, moi je suis pour la responsabilisation, pour l'autonomie, pour le pouvoir d'agir, mais effectivement ne pas confondre aide et droit. Et je voulais savoir du coup si vous interveniez ou si vous étiez au courant sur, enfin je devrais être moi-même
savoir, mais sur les formations des travailleurs sociaux, parce que c'est ceux demain qui vont effectivement recevoir. Et je me pose la question aussi, on disait il y a de plus en plus de non-recours au droit. Alors c'est sûr, hein, il y a plein d'explications, mais je pense que la posture et le discours et voire la culpabilisation que peuvent recevoir les publics sont peut-être une explication. En tout cas, il peut y avoir une maltraitance institutionnelle, administrative, ce sont des éléments qui existent. On ne travaille pas spécifiquement sur ce sujet, mais on travaille en lien avec le Secours catholique. Par exemple, quand on monte des formations sur la pauvreté, on peut les faire intervenir et les faire témoigner de ça. Que répondre? Alors, on intervient dans la formation des travailleurs sociaux localement, ça peut arriver, mais cette question des inégalités environnementales est encore un peu neuve pour nous. C'est avec la publication du dernier rapport que vous vouliez bien mentionner tout à l'heure qu'on a fait un dossier sur les questions environnementales et qu'on a plus de sollicitations sur cette question, mais c'est encore un peu récent et donc on n'a pas eu encore l'occasion auprès de travailleurs sociaux d'intervenir sur cette question. On intervient plutôt classiquement sur les inégalités, la pauvreté. Et puis on intervient aussi, c'est la petite page de pub finale, avec notre Monopoly des inégalités. Donc il nous arrive de rencontrer des travailleurs sociaux très fréquemment, dans des associations ou dans des collectivités, avec ce jeu qui aborde il y a une carte sur la précarité énergétique. Voilà. Donc le principe, c'est vous incarner un personnage qui, au début du jeu, a un âge, un sexe, un métier, un revenu, un patrimoine, qui est un handicap peut-être, une couleur de peau, etc., qui le différencie des autres joueurs. Et puis vous allez essayer de devenir le plus riche possible sur un plateau de Monopoly classique et piocher des cartes événements qui chacune reflètent, à charge ou à décharge, là aussi on essaye aussi de dire ce qui va mieux, ou comment la collectivité ou la solidarité permet de contenir les inégalités. Vous allez piocher des cartes qui vont vous impacter différemment en fonction de qui vous êtes. Donc c'est un outil de débat, de réflexion pour des collectifs, pour des équipes. Et on s'aperçoit effectivement que même avec des gens hyper sensibilisés à ces questions, je ne sais pas comment le dire avec délicatesse, mais il peut arriver dans des collectifs de travailleurs sociaux qu'on se retrouve face à des débats qui pour moi sont un peu étonnants et utiles du coup à mon sens. Merci beaucoup. Je pense qu'il faudrait qu'on arrête là, si ça frustre pas complètement tout le monde, mais si ça vous frustre quand même un petit peu, c'est bien. Je vais vous remercier encore d'être venu et de nous avoir donné cette conférence. Merci encore.